C'est l'heure de faire le grand saut. Dans cette vidéo, on va écrire notre premier programme de machine learning. Et ce programme, ça va être un programme de régression linéaire qu'on va écrire avec le module NumPy en implémentant les équations qu'on a étudiées tout au long de cette formation. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, on perd pas de temps, on est tout de suite dans Jupyter. Pour écrire notre programme, il faut qu'on développe 4 choses. Notre modèle, notre fonction de coût, notre gradient et notre descente de gradient. Au passage, si vous aimez cette infographie, vous pouvez la télécharger comme tout plein d'autres infographies sur mon site web. Maintenant, pour développer ces équations, on va utiliser NumPy. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on importe NumPy. Import NumPy as NP. Ensuite, il nous faut des données. Bah ouais, pas de data science. Pour cette vidéo, je vais générer des données aléatoires en utilisant la fonction makeRegression de scikit-learn. Mais vous en faites pas, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment importer vos propres données pour que vous puissiez réaliser vos propres études de cas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelles sont les études de cas ou les applications que vous rêvez de réaliser. En attendant, on importe makeRegression, donc from scikit-learn.datasets import makeRegressions. Enfin, on va importer un troisième module qui est matplotlib.pyplot, ce qui va nous permettre de créer des graphes et visualiser nos données, justement. Donc on importe matplotlib.pyplot as plt. On exécute notre cellule, nos modules sont prêts, on peut commencer à travailler. Première étape, il nous faut un dataset avec un vecteur Y, une matrice X qui contient une colonne de billets et par la même occasion, on veut aussi initialiser un vecteur paramètre θ. Pour commencer, on va utiliser la fonction makeRegression qui nous permet de générer des données et qui nous produit deux tableaux que je vais nommer X, Y. Donc je vais créer deux variables X et Y égale le résultat de makeRegression. Et dans makeRegression, je peux choisir le nombre d'échantillons, c'est-à-dire le nombre de lignes que je veux dans mon dataset. Donc je vais créer nSamples égale 100. Je vais aussi dire nFeatures, c'est-à-dire le nombre de variables, j'en veux qu'une, puisqu'on a une seule variable X. Et on peut aussi ajouter du bruit. Et on va essayer pour, disons, un bruit égal à 10. On exécute cette cellule. Tout s'est bien passé. Et là, maintenant, dans la mémoire de l'ordinateur, on a à disposition un tableau X et un tableau Y. Alors ce dataset, on peut l'observer, on va justement utiliser plt scatter, donc une des fonctionnalités de matplotlib, et on va simplement afficher Y en fonction de X. Donc pour ça, on trace X sur les abscisses, et on tape Y pour afficher Y sur les ordonnées. Si on observe à quoi ça ressemble, eh bien on obtient ceci. Voilà, ça c'est notre dataset. Maintenant, avant qu'on passe à la suite, il faut absolument qu'on vérifie les dimensions de nos matrices. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, ça doit être un réflexe. Donc, on va écrire print x shape et print y shape. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, dis donc, on se rend compte que, il y a un petit pépin. Alors, vous en faites pas, c'est pas un bug, mais alors que x semble ok, puisqu'il y a 100 lignes et une colonne, dans y, on a 100 lignes, et après, il n'y a rien marqué. Alors c'est pas un bug, en fait à chaque fois qu'on utilise makeRegression, les dimensions de Y sont incomplètes. Quand vous vous trouvez dans cette situation, je vous conseille vivement de réécrire les dimensions de votre vecteur Y. Pour ça, on peut utiliser la fonctionnalité reshape qui est présente dans NumPy. Donc je vais écrire Y égale Y, donc lui-même, point reshape, et on veut le redimensionner avec les dimensions 100 et 1. Et si maintenant j'exécute mon code, eh bien Y est bien un vecteur de dimension 101. Maintenant, on va écrire notre code de façon un petit peu plus correcte. On va simplement dire qu'on veut le redimensionner en prenant le nombre de lignes qu'il y a déjà dans Y en appelant shape 0. Maintenant, on a un vecteur Y, c'est bon, c'est super. Maintenant, ce qu'il nous faut aussi, c'est une matrice X. Une matrice X qui contient une colonne de billets, c'est-à-dire la colonne remplie de 1. Donc, on va créer la matrice X. Je vais me créer d'ailleurs une matrice grand X,
Et pour créer cette matrice, je vais utiliser une autre fonctionnalité qu'il y a dans NumPy, c'est la fonctionnalité hashStack. Donc j'écris x égale np.hashStack, et hashStack, ça nous permet de coller ensemble deux vecteurs NumPy l'un à côté de l'autre. Donc j'ai envie de coller mon vecteur x à côté d'un vecteur rempli de 1 qui a autant de lignes qu'il y a dans x. Donc je vais créer np_ones et à l'intérieur, je vais dire que il est de même dimension ce vecteur que x. Si maintenant j'imprime à l'écran les dimensions de x, oups, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait l'erreur d'oublier des parenthèses, comme quoi ça arrive à tout le monde. Voilà, maintenant j'ai bien une matrice x de dimension 2, et si j'imprime x à l'écran, et bien voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai mon vecteur x qui se retrouve dans la première colonne de la grande matrice x, et j'ai un vecteur rempli de 1 qui se retrouve en deuxième colonne de x. Au passage, comme vous venez de le voir, j'ai fait une petite erreur. Ça vous montre qu'il faut connaître beaucoup de choses sur toutes ces fonctionnalités comme reshape, hashstack, plt scatter, etc. On peut être un petit peu perdu. Alors s'il y a le moindre point dans cette vidéo sur lequel vous ne vous sentez pas très à l'aise, n'hésitez pas à consulter la playlist Python spéciale Machine Learning que j'ai créée et qui couvre tout ce qu'il y a à savoir pour faire du Machine Learning avec Python. Voilà, je referme la parenthèse, reprenons là où on en était. On a un vecteur y, maintenant on a notre matrice x qui est bien de dimension 102, 100 lignes de colonnes. Maintenant il nous reste à initialiser un vecteur θ. Donc le vecteur θ, on ne le connaît pas. C'est le vecteur qui caractérise les propriétés de notre modèle. Et ça va être à la machine de trouver quel est le vecteur θ qui nous donne l'erreur la plus petite, c'est-à-dire qui minimise la fonction coût. Cependant, une chose qu'il faut quand même qu'on fasse, c'est que l'on initialise θ avec des paramètres aléatoires. Donc pour ça, je vais écrire θ qui est égal à np.random.rand n. Cette fonction nous permet de générer des nombres aléatoires et on va choisir de créer un vecteur θ qui est de dimension 2, 1, puisque notre vecteur contient seulement deux éléments, a et b, vu qu'on fait une régression linéaire f de x égale ax plus b. Pareil, là je peux vérifier les dimensions de mon vecteur θ, il est bien de dimension 2, 1, tout va bien. Et par pure curiosité, voici à quoi ressemble le vecteur θ tel qu'on l'a initialisé aléatoirement. Voilà, on a donc a qui est égal à moins 1.06 et b qui est égal à moins 1.65. Bon, maintenant qu'on a x, y, θ, on peut passer au modèle. Ok, pour notre modèle, qui est donc un modèle linéaire, on doit écrire une fonction f de x égale x θ. Donc on va créer une fonction modèle qui prend pour argument x et θ, double point à la ligne, et cette fonction, elle va simplement nous retourner le produit matriciel de x par θ. Donc on va faire return x dot θ. C'est aussi simple que ça, on exécute notre cellule, et maintenant, le modèle est disponible et on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. D'ailleurs, je vous propose de tester tout de suite notre fonction modèle, histoire de voir si on n'a pas fait d'erreur mathématique en créant notre code. Alors, pour la tester, on va tout simplement la tester sur x et θ, et voici ce que ça nous donne. Alors, c'est pas très intéressant de voir ça comme ça, mais au moins avec ça, on peut voir qu'on n'a pas fait d'erreur de programmation. Maintenant, quelque chose qui serait beaucoup plus marrant à faire, ça serait d'afficher avec Matplotlib les résultats de notre modèle par rapport à notre dataset X. Et on obtient une pente qui descend, tout simplement parce qu'on a un paramètre A qui est négatif, comme on l'a ici dans notre vecteur θ. Évidemment, je n'ose pas tracer notre dataset par-dessus notre modèle, parce que ça va nous donner quelque chose de catastrophique. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc si le modèle est en bleu, je vais l'écrire C égale rouge. Voilà ce que ça nous donne. On a un modèle qui rentre pas tout à fait bien dans le nuage de points. Mais tout va bientôt rentrer dans l'ordre, vous en faites pas. En attendant, il faut qu'on calcule la fonction coût. Donc, pour notre fonction coût,
qui, je rappelle, est l'erreur quadratique moyenne. On va créer une définition, on va créer une fonction cost function, et dans cette fonction, on va faire passer x, y et θ. Parce que pour calculer notre fonction coût, on a besoin de ces trois variables. Double point à la ligne, on rentre dans notre fonction. Cette fonction, elle nous retourne 1 divisé par 2m, où m, c'est le nombre d'exemples qu'on a dans notre dataset. Donc je vais créer une variable interne à cette fonction, qui s'appelle m, et qui est égale à la longueur du vecteur y. Tout simplement parce que le vecteur y est aussi long qu'il y a d'exemples dans notre dataset. C'est-à-dire, ici, le vecteur y a une longueur de 100 éléments. Voilà. Maintenant, une fois qu'on fait 1 sur 2m, il faut qu'on fasse une somme. Donc on va faire la somme de NumPy. Et dans cette somme, on a un carré. Et c'est le carré de la différence entre notre modèle et y. Donc on va faire modèle x θ moins y. On exécute notre fonction. Et maintenant, comme avant, je vous propose de tester notre fonction. Et tout simplement, on peut la tester sur le modèle qu'on vient de dessiner à l'écran, ce qui va nous donner un coût absolument catastrophique, puisque je vous rappelle que notre coût est censé être minimisé, c'est-à-dire tendre vers 0. Mais c'est pas grave, hein, on va s'amuser, on va faire x, y, θ. Donc, que nous donne ce modèle? Eh bien, un coût de 1277. Alors, ça veut rien dire du tout, mais sachez qu'on veut que ça tende vers 0. Donc, on a quand même du pain sur la planche. Donc je vous propose de tout de suite passer à l'étape suivante, qui va être l'étape du calcul du gradient et de l'algorithme de la descente de gradient. Très bien, donc maintenant pour notre gradient, comme avant, il faut qu'on crée une fonction. Donc on va créer une fonction grade, et pour le calcul du gradient, on a aussi besoin de x, y et de θ. Double point à la ligne. Et notre fonction grad, elle nous retourne comme avant, 1 sur m, donc on va avoir besoin de créer une variable interne m qui est égale à la longueur du vecteur y, et donc on a 1 sur m fois la transposée de x, donc x, t, on fait le produit matriciel entre cette fonction, cette transposée de x et notre modèle moins y, donc modèle de x et θ moins le vecteur y. On exécute et voilà, on a notre fonction pour calculer le gradient. Et maintenant, on arrive à la cerise sur le gâteau, la descente de gradient. Donc, on va créer une fonction pour notre descente de gradient. Donc, je vais l'écrire en anglais, gradient descent. Et comme avant, on a besoin de x, y et θ dans cette fonction. Mais on a aussi besoin de l'hyperparamètre alpha, le learning rate. Donc, je vais créer une variable learning rate. Et dans cette fonction, on va aussi faire passer un nombre d'itérations, puisque notre algorithme de la descente de gradient, c'est un algorithme itératif. Double point à la ligne, on entre dans notre fonction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, vu que c'est un algorithme itératif, on va écrire une boucle for. Donc on va dire for i in range 0 à n itérations, double point à la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre à jour θ en disant que θ est égal à lui-même moins le learning rate multiplié par le gradient, donc grade, de x, y et de θ. Voilà, donc je viens d'implémenter l'algorithme de la descente de gradient qui va ainsi mettre à jour pendant n itérations la valeur de θ, et une fois qu'on aura fait ces n itérations, disons 1000 itérations, on va quitter cette boucle et on va retourner la valeur de θ. Voici l'algorithme de la descente de gradient. Il ne reste plus qu'à exécuter cette cellule, et maintenant on est prêt à passer à l'action.
C'est parti, à ce stade, on a toutes les cartes en main. On a toutes nos fonctions, du modèle jusqu'au gradient descent, on a initialisé un vecteur θ aléatoirement, on a x, on a y, il suffit d'appeler maintenant la fonction gradient descent pour produire un vecteur θ final qui va être égal donc au résultat, donc ce résultat-là, de notre fonction descente de gradient, dans laquelle on va faire passer x, y, θ, qui donc est le θ initial, et on va aussi faire passer un learning rate qui va être égal à, disons, 0.001, on va commencer avec ça, et un nombre d'itérations, n iteration, qui va être égal à, disons, 1000. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à exécuter notre cellule, et une fois que la cellule sera exécutée, la machine aura trouvé le θ final. Donc, notre vecteur θ, je vous propose de voir à quoi il ressemble. Donc, c'est un vecteur dans lequel le paramètre A est égal à 30,3 et le paramètre B est négatif, il vaut moins 2,7. Maintenant, on va voir si ce vecteur paramètre nous donne de bons résultats. Pour ça, je vais créer un vecteur prédiction qui va être égal au résultat de notre modèle x par θ final. Et ce vecteur prédiction, ensuite, je vais l'afficher avec matplotlib. Je vais faire plt scatter xy, comme d'habitude, ça c'est notre dataset. Et on va aussi afficher plt plot x et prédiction. Et ça, on va l'afficher en disant rouge. Voilà. Vous êtes prêts? Voilà ce qu'on obtient. Ah, eh ben, c'est pas mal, mais c'est pas encore suffisant. Clairement pas. On peut mieux faire. On peut voir que l'apprentissage n'est pas terminé. Et il y a deux choses qu'on peut faire pour compléter cet apprentissage. C'est soit augmenter le nombre d'itérations, c'est-à-dire faire travailler la machine plus longtemps, ou bien, et c'est plutôt ça ce que je vais faire ici, diminuer, ou plutôt augmenter, pardon, le learning rate. C'est-à-dire que là, dans notre descente de gradient, dans la vallée qui est l'erreur quadratique moyenne, on fait des trop petits pas. C'est sans doute le cas ici. Donc je vais augmenter la valeur de notre learning rate, je vais le faire passer à 0.01, puis on va réexécuter toutes ces cellules, la machine a été réentraînée, et voici maintenant à quoi ressemble notre modèle, et maintenant il est beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez développé votre premier programme de machine learning entièrement avec NumPy. Mais j'ai encore deux choses vraiment sympas à vous montrer. La première, c'est comment tracer la minimisation de notre fonction coût avec le nombre d'itérations. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment voir si la machine réussit à bien apprendre. Donc pour ça, dans notre algorithme de la descente de gradient, on va rajouter une ou deux lignes. On va commencer par créer une variable qui s'appelle cost history et qu'on va initialiser à 0. Donc on va créer un tableau rempli de 0. Pour ça, on fait np.0 et ce tableau de 0, on le fait aussi long qu'il y a d'itérations. Et maintenant, à chaque fois qu'on va faire une itération dans notre boucle for, eh bien, on va prendre cost history, on va en prendre l'élément i, et on va y insérer la valeur de notre coût pour le paramètre θ qui est actuellement en train d'être entraîné. Donc on va faire cost function de x, y et θ. Il nous manque une chose, c'est aussi de retourner la variable cost history dans notre fonction coût. Donc maintenant je réexécute. Il faut qu'on écrive aussi ici cost history, comme ça on enregistre le résultat dans une variable qu'on peut après utiliser comme on veut. Et maintenant cette variable justement on va l'utiliser. On va plot en utilisant matplotlib. Et là on va écrire range 1000. Donc sur 1000 points on va tracer justement notre cost history. Et voici à quoi ça ressemble. Donc là on voit bien à travers le temps, c'est-à-dire à travers les 1000 itérations de notre descente de gradient, comment est-ce que la machine a réussi
à minimiser la fonction coût. Ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est qu'on peut voir que, disons, passé les 250-300 itérations, notre coût n'a plus vraiment diminué et qu'on aurait pu arrêter l'algorithme de la descente de gradient aux alentours de l'itération numéro 400. Ça aurait permis à la machine d'économiser du temps et de l'énergie. Maintenant, une dernière chose que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est comment évaluer la performance de notre modèle en utilisant le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, tout le monde le connaît. C'est le coefficient R carré qu'on calcule quand on est à l'école ou dans les études supérieures. Le truc de la méthode des moindres carrés. Calculer ce coefficient, ça permettra de montrer à nos collègues, à notre patron, etc. quelle est la réelle performance de notre modèle, pas simplement en lui montrant par exemple cette fonction coût qui est incompréhensible. Pourquoi ? Parce que le coefficient R carré, c'est un coefficient très connu, et plus il est proche de 1, plus votre modèle rentre bien dans son nuage de points. Donc pour calculer le coefficient de détermination, je vais créer une fonction def coef détermination, et cette fonction, elle dépend de y et de nos prédictions. Maintenant, pour calculer le coefficient de détermination, le plus pratique, c'est de le diviser en deux sous-variables. Une variable u et une variable v. Où u, c'est ce qu'on appelle le résidu de la somme des carrés. C'est-à-dire qu'on prend y moins pred, donc on fait la différence entre nos vraies valeurs et les valeurs qui sont prédites par notre modèle. On en prend le carré, on fait le carré de la différence, et ensuite on en prend la somme. Et v, c'est la somme totale des carrés. C'est-à-dire que v, c'est égal à y moins y.mean, c'est-à-dire on prend la moyenne de tous les y en utilisant mean, qui est une des fonctionnalités de NumPy. Ensuite, ça, on le fait au carré, et c'est pareil, on en prend la somme. Et enfin, avec cette variable u et v, ce qu'on fait pour calculer le coefficient de détermination, c'est qu'on retourne 1 moins le rapport de u sur v. J'espère ne pas m'être trompé, on va vérifier ça tout de suite. J'exécute ma cellule, et maintenant, eh bien, on peut calculer notre coefficient de détermination pour y et notre vecteur prédiction, et on a un coefficient de détermination de 95%. Voilà, donc c'est assez proche de 1, mais sans doute pas suffisamment. En même temps, le nuage de points qu'on avait généré ici, il y avait pas mal de bruit dedans, mais notre modèle rentre quand même plutôt bien dans ce nuage. On peut être assez satisfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver le code qu'on vient d'écrire sur GitHub ou bien sur mon site internet machinelearner.com, sur lequel vous pouvez trouver aussi tout plein d'infographies telles que celles que je vous montre dans toutes mes vidéos. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont les applications ou les études de cas que vous rêvez de réaliser avec cette nouvelle technique que vous maîtrisez désormais. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.